Alors souvenez-vous, la semaine là qui vient de s'écouler, il devait y avoir le résultat du fameux compromis. Eh bien, on l'a, en ce samedi 6 août. Plusieurs équipes de F1 ayant souffert des rebonds en 2022, un compromis a été trouvé avec la FIA pour relever les bords du plancher des voitures de 15 mm. Donc à la base, ça devait être 25. Red Bull, il disait 10. Apparemment, ce serait plutôt 15. La FIA a commandé une enquête médicale sur le phénomène du marsouinage, a déclaré Wolf. Le résumé des médecins est que la fréquence de 1-2 Hz, soutenue pendant quelques minutes, peut entraîner des dommages au cerveau. Nous avons 6-7 Hz sur plusieurs heures. La réponse est donc très simple, la FIA doit faire quelque chose à ce sujet. En revanche, les leaders du championnat Red Bull n'ont pas eu à souffrir des rebonds. Dans la même mesure, et le directeur Horner a suggéré que la mise en œuvre d'un changement de règlement pour des raisons de sécurité créerait un précédent indésirable. Donc pour lui, en fait, même si les autres ont des lésions, OSEF, tant que ça touche pas nos pilotes chez Red Bull, c'est un peu ça l'idée. Merci Horner, franchement. Je pense qu'il faut trouver un compromis et c'est un peu délicat car ce changement de règlement est massif. Il change tout le concept de l'aérodynamique, explique Horner. C'est une question délicate pour les FIA, car où fixer la limite? La FIA a une obligation de sécurité, mais où s'arrête-t-elle? Nous devons nous demander si la permission de passer des slicks au mouillé ou du mouillé au slick, si nous touchons un trottoir ou non. On doit être très prudent quant aux conséquences involontaires de ces choses. S'adressant à Racing News 365, après que l'augmentation de 15 mm a été convenue, Horner a adopté un ton phlegmatique. 15 mm, ce n'est pas aussi bien que de ne rien faire, mais ce n'est pas aussi mauvais que les 25 mm qui étaient initialement suggérés. C'est un compromis que nous devrons simplement intégrer pour l'année prochaine. Nous devrons simplement faire avec et trouver des solutions. C'est ce à quoi nous avons été bons au fil des ans, et nous devons simplement le faire avec ce défi. Voilà, 15 mm au lieu de 25, bon, c'est ce que je proposais dans une vidéo précédente qui parlait du sujet, 15 mm, je me disais, bon, ça peut être pas mal. Bon, ça aurait été mieux 20, ça aurait été encore mieux 25, mais bon, 15, c'est déjà pas mal. 10, ça aurait pas été suffisant par contre. 15, c'est le minimum qu'ils pouvaient faire, je pense. Alors, c'est qui après? C'est Zou. La sécurité est d'une importance capitale pour tout le monde, mais elle doit être prise en compte dans son contexte. Ah non, c'est encore Horner, ça, putain. Je serais bien plus préoccupé par l'assaut de sécurité de l'Alfa Romeo, il faut l'examiner du point de vue de la protection du pilote. Ouais, alors il essaie de botter en touche, hein, Horner, il essaie de changer de sujet. C'est typique d'Horner, ça, de toute façon, de faire diversion. Donc les préoccupations concernant la désintégration de l'arceau de sécurité de Zou ont également été soulevées lors de la réunion du comité consultatif de mercredi. Pour 2023, les arceaux de sécurité devront avoir un sommet plus arrondi, afin de réduire le risque de s'enfoncer dans le sol en cas de tonneau. De plus, pour 2024, les sections supérieures des voitures de F1 devront passer des tests de charge plus rigoureux. Voilà pour ça. Donc voilà, l'info principale, c'est qu'on sera à 15 mm au lieu de 25. Bon, c'est toujours mieux que rien. Quelle écurie ça va avantager? Parce que ça avantagera sûrement une écurie, je sais pas si ça avantagera Mercedes ou une autre. On verra bien, peut-être que ça changera rien au final. Hein. Écoutez, affaire à suivre, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Ciao. Safnauer ne voit pas Alonso battre Alpine avec Aston Martin. Alors, ça, c'est dangereux, Otmar, de déclarer ça. Hein. Parce que t'en sais rien du tout, en fait. Pour le directeur d'Alpine, Otmar Safnauer, Aston Martin et Fernando Alonso ne battront pas son écurie dans un avenir proche. Alors, je rigole si au final il les bat l'année prochaine. Donc je vous passe l'intro, on sait tout ce qui s'est passé. Passons directement à la déclaration de ce cher Otmar. Je connais bien les deux équipes, parce que j'ai passé 12 ans dans l'autre équipe. Et je pense que je les connais mieux que je ne connais tous les gens ici pour l'instant. Et je sais que depuis mon départ en décembre, ils ont embauché d'autres personnes, dont certaines que j'ai contribué à recruter, notamment Dan Fallows et Eric Blandin de Mercedes. Donc Dan Fallows, il était chez Red Bull. Je sais donc ce qu'ils essaient de faire. Je connais les gens qui sont là-bas, et je connais l'équipe ici, et les deux écuries ont un grand potentiel. Mais au moment où nous parlons aujourd'hui, donc le 6 août 2022, l'équipe Alpine est performante à un niveau beaucoup plus élevé. Il est difficile de prédire l'avenir, mais dans un avenir proche, il est certain que cette équipe continuera à être performante à ce niveau, si ce n'est plus. Alors que le recrutement de techniciens de premier plan par Aston a été largement médiatisé, Safnauer affirme qu'Alpine poursuit sa propre expansion. Nous avons un programme interne appelé Mountain Climber, qui vise à embaucher 75 personnes supplémentaires dans des domaines stratégiques qui permettront d'améliorer les capacités de cette équipe. En plus de ces 75 personnes, il y a aussi des outils que nous améliorons actuellement, des outils de simulation, un nouveau simulateur, l'augmentation de la capacité de fabrication, des mises à niveau de notre soufflerie, tout ça dans le but d'être capable de gagner 100 courses, dans 100 courses. Alors d'ailleurs, les 100 courses, là, c'était pas déjà le cas chez Renault? Genre, ils avaient pas dit on va gagner dans 100 courses? Dites-moi si je me trompe, peut-être que je me trompe, mais je crois l'avoir déjà entendu ça quand même. Hein. Donc 100 courses, ça fait beaucoup, ça fait quand même 4 saisons. Oui, et encore, ça serait des saisons de 25 Grands Prix. Donc c'est plutôt 5 en fait. Donc en 2027, ils vont gagner le championnat. Enfin, ils vont se battre pour le championnat, on va dire. Ouais, de toute façon, il n'aurait pas été jusque-là, hein, Fernando. Ces choses donc sont toujours en cours ici, elles se produisent rapidement.
Nous sommes déjà à un niveau de 850 personnes ici. Je suis donc confiant dans le fait que nous pouvons battre l'équipe dans laquelle Fernando va travailler, durant la période pendant laquelle il sera là. Ah oui, donc 3 ans quoi. Donc là, Otmar, il prévoit que dans les 3 années à venir, minimum, ils vont battre Aston Martin à chaque fois. Eh bah, franchement, je pense qu'ils se trompent, moi. Moi, je pense qu'ils se trompent. Alors peut-être en 2023, effectivement, ils vont les battre encore. Par contre, 2024-2025, je serais moins sûr que lui. Hein. En fait, chez Alpine, je crois qu'ils essaient de garder la face, mais avec ce genre de déclaration, ça peut se retourner très vite contre eux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Massa, Leclerc ne doit pas afficher sa frustration en public. Ouais, mais Felipe, plus facile à dire qu'à faire. Bon, à un moment, vu tout ce qui se prend dans la gueule, le pauvre Charles, c'est dur de cacher son énervement, son agacement. Hein. Il est certain qu'il n'est pas du tout heureux. Mais vous devez être patient, car si vous commencez une bagarre maintenant, ça n'aidera pas l'équipe. Et Charles, ne l'oublions pas, commettait lui-même une erreur lors de la course précédente qui lui ôtait une belle possibilité de victoire. Vous devez donc être patient, donc si vous n'êtes pas heureux des décisions qui sont prises, des erreurs qui sont commises, vous devez y faire face de la manière la plus professionnelle qui soit. Il ne faut rien montrer à l'extérieur car ça n'aide personne. Même si Ferrari a commis plus d'une erreur cette année, une lutte externe ne les aidera pas. Une lutte externe ou interne? Plutôt interne. Comme de nombreux observateurs, Massa estime que c'est à Binotto de remettre de l'ordre au sein de ses troupes. Je le connais très bien, nous avons travaillé ensemble pendant très longtemps à l'époque où il était encore ingénieur des moteurs. Il devenait ensuite responsable du département moteur. Et lorsqu'il devenait directeur technique puis directeur de l'équipe, j'étais plus là. C'était un très bon ingénieur, un vrai pro. Il comprend énormément de choses sur l'aspect technique. C'est aussi une bonne personne, honnêtement. Je l'apprécie également pour ça. Alors, Binotto, ok, il est peut-être très bon ingénieur. Peut-être, hein, je dis pas le contraire. Par contre, gestion d'équipe, ça va pas, en fait. Tu peux être un très bon ingénieur, mais pas gérer ton équipe comme il faut. Ça va pas forcément de pair. Mais en fin de compte, vous devez comprendre que les résultats ne viennent pas comme il le devrait. Nous ne pouvons pas le blâmer seulement lui. Mais il fait partie de l'équation. Il faut certainement plus de calme au moment de prendre des décisions. Comprendre ce qui a provoqué toutes ces erreurs depuis le début de saison sur le plan stratégique et pourquoi elles continuent de se produire. Il doit rapidement inverser cette tendance, au risque d'en payer le prix. Malgré les nombreux déboires de Scuderia, Massa est tout de même heureux de voir son ancienne équipe retrouver le devant de la scène. C'est bien de voir que Ferrari retourne dans la lutte. C'est clair pour tout le monde, je pense que c'était intéressant pour la F1 de revoir Ferrari gagner des courses et se battre pour le championnat, notamment en début de saison. Malheureusement, de mauvaises décisions et des problèmes de fiabilité se sont produits cette année. Ils les ont éloignés de la lutte au championnat. Ferrari a perdu tant de courses, tant de victoires à cause de ça, c'est dommage, parce qu'ils auraient pu se battre toute la saison, mais là c'est fini, c'est sûr. Ok, bon, bah ça n'y croit plus. Eh ben nous non plus, on n'y croit plus. Et Charles non plus, à mon avis, il y croit plus. Ni Carlos. Allez, vous en pensez quoi? Est-ce que vous y croyez encore? Ciao. Alors, la F1 communiquera sur son calendrier en octobre. Ouah, c'est long. C'est long. Dominicali a été pressé de donner quelques nouvelles aux investisseurs. Nous reviendrons vers vous au début octobre en raison du processus à suivre, avec l'approbation du Conseil mondial. Bien sûr, il y a des discussions pour s'assurer que le calendrier soit robuste. Cela suit aussi le fait que nous aimerions avoir un bon flux en termes d'efficacité dans nos déplacements à travers le monde, compte tenu des besoins d'un calendrier étalé à partir de mars à novembre. Ils peuvent aller jusqu'à décembre au pire. Hein. Pourquoi ils vont pas jusqu'à novembre en 2023? Il n'y a pas de Coupe du Monde là. Concernant les courses européennes, le choix entre les courses en Europe et hors d'Europe a un effet sur les revenus. Mais l'essentiel est d'avoir un calendrier passionnant. La demande est très très forte et c'est notre responsabilité de mettre en place un calendrier qui soit convenable pour nos parties prenantes, majoritairement européennes, mais aussi capable de répondre à la demande de nous voir un peu plus autour du monde. Dominicali conclut avec une phrase qui fera plaisir aux investisseurs, mais certainement pas aux Européens qui ont peur de perdre la Belgique ou la France. Nous sommes en train de finaliser tous les détails, et il est certain que les contrats signés rapporteront plus que cette année, ça c'est sûr. Alors Leclerc, ça se terminait souvent mal avec Verstappen lorsqu'on était enfant, il y a désormais bien plus de respect mutuel. Max et moi étions extrêmement agressifs, et c'est pour cette raison que ça se terminait mal la plupart du temps, lorsque nous étions plus jeunes. C'était un peu plus désordonné, nous étions bien sûr que des enfants, mais dorénavant, la relation s'est améliorée, il y a bien plus de respect entre nous. S'il n'y a donc pas encore de problème en 2022, le Monégasque est conscient du fait que la rivalité pourrait s'intensifier dans le futur, et pourquoi pas dès cette année. Ça dépend de la situation de la personne que vous affrontez, jusqu'où sera-t-il prêt à aller. Cette année, soit j'avais un avantage au championnat, et je ne voulais pas prendre de risques, soit c'est lui qui avait l'avantage, et qui voulait ne pas prendre de risques. Ou alors je ne souhaite pas prendre trop de risques, parce que je dois refaire mon retard. J'ai donc l'impression que le championnat de l'année dernière était plus à même d'offrir ce genre de scénario, parce que c'était si serré jusqu'à la fin. Mais je me serais attendu à ce que nous soyons dans la même situation cette année, si le championnat avait été aussi serré. Mais en admettant qu'il ne soit pas encore terminé, j'aime bien, en admettant qu'on admette donc qu'il soit pas encore terminé, quoi. Ouais, mais c'est terminé, hein. Charles, désolé, hein, mais bon. Je veux pas te casser tes rêves, mais là, pour cette année, ça va être compliqué.
Alors nous pourrions voir quelque chose de similaire à la fin de l'année. Bon bah Charles, hein, faut que tu gagnes les 9 dernières courses de la saison. Et encore, au final, ça suffira pas pour être champion. Faut que vous fassiez des doublés jusqu'à la fin de la saison. Et là, ça sera bon. Autant dire, mission impossible. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, comment se passe la pause estivale pour les équipes de F1 ? Voilà une bonne question. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler ou pas ? Eh ben non, normalement, il y a une pause obligatoire de 2 semaines, je crois. On va vérifier ça dans l'article, du coup. Après avoir disputé 13 courses en 20 semaines, et avant d'en enchaîner 9 en 13 semaines, le paddock de la F1 a enfin un moment pour souffler. Et encore, ça aurait dû être 10 si le Grand Prix de Russie remplaçait. C'est dommage hein, qu'ils ne les remplacent pas en vrai. Ces 4 semaines ne signifient pas que les équipes ne vont pas travailler entre les deux courses, mais le concept même de la pause est désormais inscrit dans le règlement sportif, comme le stipule l'article 21.8 de ce règlement. Tous les compétiteurs doivent observer une période de fermeture de 14 jours consécutifs durant les mois de juillet et août. Aucune date n'est spécifiée, les équipes choisissant les journées de fermeture. Généralement, elles travaillent quelques jours sur le débriefing de la Hongrie, ferment 2 semaines et se laissent une poignée de jours pour préparer la Belgique. C'est ce qui est le plus logique, oui. Dans cette période, il est interdit de travailler sur le design des voitures, de développer ou de produire des pièces, de prévoir des réunions et évidemment d'en organiser. La soufflerie et les machines-outils ne doivent pas fonctionner, mais il est possible de faire de la maintenance. Certains départements qui n'ont pas de lien avec la monoplace ni la performance peuvent continuer à fonctionner sans restriction. C'est le cas du marketing ou du département juridique. Ce qui va certainement servir chez McLaren et Alpine. Oui, effectivement. En dehors de ces 14 jours, l'équipe fonctionne pour ainsi dire normalement. Les pilotes, quant à eux, jonglent entre repos, entraînement et contrats de marketing. Zhou a par exemple révélé qu'il allait passer son mois d'août en Europe, notamment à Londres, pour des opérations promotionnelles. Pour les pilotes n'étant pas originaires du vieux continent, il est parfois difficile de rentrer au pays l'été, notamment ces dernières années avec le Covid. Il est à noter cependant qu'en 2020, la pause estivale avait été avancée au mois d'avril à mai, lorsque tous les pays étaient confinés, pour pouvoir organiser la saison une fois, entre juillet et décembre. Oh, c'était pas idiot hein, ce qu'ils ont fait. C'était assez particulier, hein, 2020, clairement une saison qu'on reverra jamais en fait, hein, avec des circuits totalement inédits, qui n'étaient pas prévus au programme, qui ont été un peu bouche-trou, hein, mais bon, au final, c'était bien de les voir au calendrier. Sacrée saison. Mais bon, ils ont quand même réussi à faire 17 Grands Prix, hein, au final, en 2020, c'est déjà pas mal, hein, malgré les circonstances. Donc voilà. Bon, en gros, là, je pense que toutes les usines sont fermées, à partir d'aujourd'hui. Pendant 2 semaines, hein, la plupart des équipes vont faire ça, je pense. Donc réouverture le 21, on va dire. Bon allez, sur ce, je vous laisse commenter. Ciao. Pérez a perdu son mojo depuis que Red Bull a introduit les Evo sur l'RB18. Ah, c'est Villeneuve qui nous dit ça, évidemment. Il semble que la voiture convient de mieux en mieux à Verstappen. Pérez a quelque peu perdu son mojo depuis Monaco, c'est vraiment étrange. Il est en difficulté depuis que la voiture a été ajustée, comme si elle s'adaptait au mieux au style de pilotage de Verstappen. C'était l'inverse avant ça. C'est peut-être parce que Verstappen est plus impliqué, mais ce n'est pas comme si l'équipe se disait « Nous allons maintenant amener des Evo qui permettront à Verstappen de mieux piloter, mais pas Pérez ». Depuis Monaco, Verstappen a remporté 5 des 6 dernières courses disputées quand Pérez ne compte que 2 podiums à Bakou et Silverstone. Villeneuve a d'ailleurs été impressionné par la victoire du Néerlandais en Hongrie, qui s'est lancé 10ème. Max est une machine. Il n'est vraiment pas normal. Il n'était même pas fatigué, je pense même pas qu'il ait besoin de vacances. Il pilote incroyablement bien cette année, et son équipe ne commet pas la moindre erreur. Et si quelque chose se passe mal, lui et Red Bull s'assurent toujours d'avoir les conditions optimales pour y remédier. Le dimanche, il aurait pu se contenter de limiter les dégâts. Il n'aurait pas dû gagner, mais il l'a fait quand même. C'est ainsi qu'ils abordent les courses. Ils ne se mettent pas de pression, mais jouent parfaitement le coup. Ouais, mais en même temps, encore une fois, oui, je suis d'accord. Très beau résultat de Red Bull. Sauf que quand t'as des clowns dans un costume rouge qui font n'importe quoi, dans les stands, bon, c'est toujours plus facile de gagner comme ça, hein. Et sachant que Mercedes n'est pas encore au niveau de Red Bull en termes de rythme de course, même s'ils s'en rapprochent, évidemment, ils sont encore un peu derrière, donc compliqué. Au final, ils n'ont pas de rivaux, hein, Red Bull, hein, cette saison. Ils en ont eu sur certaines courses, on va dire. Mais la plupart du temps, Ferrari se prend les pieds dans le tapis, du coup, c'est victoire facile, quoi. Et ça sera victoire facile, je pense, jusqu'à la fin de la saison, à moins que Mercedes revienne un peu dans le coup dans quelques courses, j'espère, qu'ils arrivent à choper des petites victoires par-ci par-là, ça serait bien, mais bon. C'est pas garanti non plus, hein. On verra bien. Ciao. Toto Wolff estime que l'arrivée potentielle en Formule 1 d'Audi en tant que nouveau constructeur serait une proposition de valeur totalement différente que celle d'Andretti. Oui, alors, sauf que Audi, ils vont racheter une équipe actuelle, ils vont pas créer une nouvelle équipe, en fait. Il n'y aurait que 10 équipes, toujours. Alors, à moins qu'ils changent leur plan, bon. Depuis la disparition de l'écurie Manor fin 2016, le paysage des écuries en Formule 1 n'a quasiment pas évolué. Bien entendu, depuis Force India, Racing Point, Toro Rosso et Sauber ont officiellement disparu. Mais ces usines sont toujours actives et avancent sous les traits d'un autre constructeur respectivement. Aston Martin, Toro Rosso
Enfin, AlphaTauri, pourquoi ils ont mis Toro Rosso là? AlphaTauri et Alfa Romeo. Cette stabilité ne devrait pas être troublée par la double arrivée programmée en Formule 1 d'un géant, à savoir si le groupe Volkswagen, dont les marques Porsche et Audi, devraient s'associer à des structures déjà existantes en vue de la nouvelle réglementation moteur 2026. Si la première est proche d'un rachat partiel de Red Bull Technologies, la seconde n'en est encore pas à ce stade, mais l'ordre du côté Alfa Romeo. En revanche, depuis plusieurs mois, et suite à l'échec du rachat Sauber, Andretti fait des pieds et des mains pour être accepté dans le club très privé qui est devenu la Formule 1 sous l'égide de Liberty Media en tant que constructeur à part entière. Cette candidature, en dépit de la volonté farouche affichée par Andretti, se heurte à une opposition nette des acteurs en place, que ce soit à la direction de la F1 ou même chez les autres écuries. Quand la question lui est posée de savoir si une candidature pour une 11e écurie venant d'Audi changerait l'approche des équipes quant à une potentielle arrivée en discipline reine par rapport à ce qui se passe avec Andretti, Wolff acquiesce en reprenant l'argument de la valeur à apporter. Je pense que la 11e équipe, quelle qu'elle soit, doit montrer à quel point elle peut être créative pour le business. Andretti est un grand nom. Je pense qu'ils font des choses exceptionnelles aux États-Unis. Mais il s'agit de sport et d'affaires, et nous devons comprendre ce que vous pouvez apporter à la discipline. Si un constructeur ou un groupe multinational international rejoint la F1 et peut démontrer qu'il va dépenser X quantité de dollars en activation, marketing sur les différents marchés, c'est évidemment une proposition de valeur totalement différente pour toutes les autres équipes. Avec 10 franchises qui, nous l'espérons, peuvent augmenter cette valeur. Vous n'allez clairement pas augmenter la valeur en offrant simplement de nouvelles franchises à des personnes qui ne peuvent pas augmenter la valeur globale de la F1. Ok. Sauf que, encore une fois, voilà, Audi et Porsche, ce seraient des équipes existantes, ce ne seraient pas des nouvelles équipes. Donc moi je veux bien, mais bon. Ouais, on sent que Wolff et puis d'autres, d'ailleurs, ils veulent rester entre eux, là, entre gens bien, entre guillemets. Et voilà, ils veulent pas s'ouvrir aux autres, ils veulent... ouais. C'est un peu dommage cette fermeture d'esprit là. Ils veulent pas qu'on touche trop à leur business, on va dire. Bon, je sais pas, en tout cas, le temps est compté pour Andretti, pour l'instant on n'a aucune nouvelle. Et c'est pas très bien parti, pour être honnête. Ciao, ciao. Norris aime sa vie chez McLaren et pousse l'équipe à progresser. Ah, Norris, ouais. Norris, il va rester longtemps chez McLaren, je pense. Bah, c'est simple, il restera plus longtemps chez McLaren que Hamilton est resté chez McLaren. Ça, c'est évident. En signant une prolongation de contrat jusqu'en 2025, juste avant le début de la saison, Norris espérait probablement que son équipe lui fournisse une meilleure monoplace cette année. Mais alors que l'écurie basée à Woking se battait contre Ferrari pour la 3ème place du championnat des constructeurs, elle évolue plus loin de la tête de course cette saison et lutte avec Alpine pour le titre honorifique de meilleur des autres. Très loin du trio de tête. Norris qui a signé l'unique podium de McLaren à Imola, le seul top 3 pour une équipe autre que Red Bull et Ferrari et Mercedes, reconnaît donc que la situation actuelle n'était pas des plus simples, mais que ça n'empêchait pas d'apprécier sa vie au sein de l'équipe. J'aime être ici, je veux toujours être plus rapide, avoir une voiture plus rapide, mais je savais dans quoi je m'engageais. Il a que 22 ans, il a le temps de voir venir. Je savais que ça prendrait du temps, je m'attends pas à ce que nous soyons sur le podium où nous remportons des courses chaque week-end. Nous étions, et sommes encore probablement en retard par rapport à l'endroit où on veut être cette année, mais nous progressons et c'est toujours bon à voir. J'en veux toujours plus, je suis exigeant, je pousse beaucoup l'équipe, car nous devons nous améliorer. Continuer à avancer, parce que c'est ce qu'il faut faire si nous voulons gagner des courses. Et c'est ce que je fais, mais je suis très heureux d'être là où je suis. L'équipe fait du très bon travail. Je suis content, je vis de bons moments. Et oui, il explose son équipier aussi, Ricciardo, donc il y a de quoi être heureux pour Norris. Alors je dis pas qu'il fera non plus sa carrière chez McLaren, parce que le mec a que 22 ans. Il a encore une bonne douzaine ou 13 ans de carrière en F1, donc je pense pas qu'il reste encore 13 ans chez McLaren quand même. Un jour, il faudra aller voir ailleurs, hein. Voilà, comme tout pilote. Je pense que tu peux pas faire ta carrière dans une seule équipe maintenant, quoi, c'est pas possible. Mais bon, il va bien rester encore 7-8 ans chez McLaren, je pense. Même au-delà de 2025, il va re-signer, je pense. Écoutez, on en reparlera d'ici là. Qu'est-ce que vous en pensez de Norris? Ciao. Wolff optimiste. En 2024, nous verrons 5 équipes se battre pour les victoires. J'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop. Aujourd'hui, seuls les pilotes Red Bull et Ferrari sont montés sur le plus haute marche du podium. Leur domination est si grande que lorsqu'une de ces équipes où leurs pilotes ont échoué, les Mercedes sont montés sur le podium à la surprise générale. Wolff pense qu'à l'avenir, le nombre de véritables prétendants au podium va augmenter. Il est trop tôt pour juger, je pense que le plafond budgétaire va réduire le groupe. Dans 2 ans, nous aurons 5 équipes qui seront en mesure de gagner. Plus tard, on en aura 3 autres, a déclaré Wolff au journal italien La Gazzetta dello Sport. 8 équipes qui pourraient jouer la victoire. Ouah, ça serait magnifique. Mais alors, ça serait grandiose même. Mais j'y crois pas trop, honnêtement. La F1, ça a jamais été ça, là, je veux dire, à un moment donné... Il y a juste, vraiment, l'année 2012, le début, tout le monde... il y a eu 7 vainqueurs différents aux 7 premiers Grands Prix, c'était assez fou. C'était du jamais vu, même, en Formule 1. Et on l'a pas revu depuis, d'ailleurs. Mais à part cette année-là, bon, ça n'a rien passé de spécial, en vrai. Hein. Donc je doute qu'avec
Même le plafond budgétaire, ça change la donne. Qu'il y ait 5 équipes qui jouent la victoire, à la limite, pourquoi pas. 8, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. L'Autrichien pense que McLaren, entre autres, aura rattrapé son retard d'ici 2024 à cause du plafond budgétaire qui l'empêche d'agir rapidement. Tout ce que tu dépenses pour améliorer une voiture une saison ou pour faire des erreurs, tu ne dois pas l'utiliser pour développer la nouvelle voiture. Ouais, c'est pas faux. Bon, on verra bien. Si les prédictions de Toto se révèlent être vraies. Ciao, ciao.